Télévision, la vie à votre portée. C'est parti, madame, monsieur, pour ce nouveau numéro de votre émission Actupliste, dont nous avons le réel plaisir de vous les présenter. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sans ignorer que la consultation initiée depuis le 2 novembre dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuit au Palais de la Nation. Le numéro 1 du pays est en train de consulter toutes les couches sociales en vue de la mise en place de cette union sacrée pour la nation, tant souhaitée par tous les Congolais. Nous allons en parler de cela tout au long de cette émission. Nous parlerons aussi de la prédilection de la journaliste d'investigation belge Colette Bragman qui a prédit, je dirais, un malheur à l'issue de cette consultation au cas où la crise persistait entre le Front commun pour le Congo et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons également du communiqué final qui a sanctionné la retraite politique du Front commun pour le Congo, le FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui met en garde toute démarche qui vise à reconfigurer la majorité parlementaire en pleine législature. Et enfin, nous parlerons de ce rejet de la démarche de la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Et voilà, ce sont là les thématiques que nous allons élucider et mettre le point de vue sur ce plateau avec notre invité que je vous présente déjà. Il s'agit de M. Noël Tchani. Il est l'un des anciens candidats à la présidentielle de 2018 à qui nous disons bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir à ZM Télévision. Et voilà, le jeudi dernier, vous étiez parmi les personnalités qui ont été reçues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes de consultation. Comment a été votre rencontre avec le chef de l'État et qu'avez-vous proposé en termes de remèdes pour mettre fin à cette crise politique? Oui, effectivement, nous étions reçus par le président de la République. On était un groupe d'anciens candidats à la présidence de la République et je dois déjà clarifier qu'on n'était pas parti comme un collectif, mais on est parti comme candidat individuel à la présidence de la République. Mais il s'est fait juste qu'on nous a appelés au même moment, chacun individuellement. On s'est rencontrés là-bas, on n'avait pas de mémorandum commun, il n'y a pas eu de discussion préalable entre différents candidats pour proposer un point de vue commun reflétant la position des anciens candidats à la présidence. Donc chacun de nous est parti en tant qu'individu, représentant simplement son groupement politique. Donc la discussion était très cordiale, le président était très aimable. N'oubliez pas que c'est une discussion pendant ces consultations qui a une signification particulière, étant donné que c'était des concurrents au même fauteuil qui se rencontraient pour la première fois, le président de la République, moi et tous les autres candidats, on était des concurrents pour le poste de président de la République démocratique du Congo. Donc, quand on parle de consultation, ça a même plus de signification que lui qui avait gagné rencontre ses anciens concurrents et entende comment ils évaluent son action à la tête du pays pendant les 2 dernières années. L'ambiance était très cordiale, le président était très sympathique, il nous a donné à chacun de nous le temps de s'exprimer, de lui dire clairement l'évaluation de l'action que lui, le président, menait à la tête donc, du pays. Et nous n'avons pas mâché de mots. Nous lui avons dit sincèrement, moi, en ce qui me concerne, je lui dis que ça ne marche pas du tout. Depuis 2 ans, on ne voit pas de différence. Et je lui dis que je ne suis pas le seul à constater ça parce que vous-même, en tant que président de la République, dans votre discours de 7 minutes à la nation, vous avez reconnu cela. Donc, c'était une discussion très fraternelle, très nationaliste, très sincère entre les anciens candidats, entre les anciens concurrents, mais qui veulent que le pays puisse redémarrer à zéro, recommencer à se développer correctement. Voilà, concrètement, qu'avez-vous soumis au chef de l'État en termes de caniveau pour mettre fin à cette crise politique? Comme je l'avais dit, chacun de nous avait sa vision. Mais moi, personnellement, j'ai rappelé au président que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC et que ce plan, avant qu'on fasse les élections, avait fait un diagnostic réel des enjeux, des défis auxquels la population congolaise est confrontée. Et j'avais dit au président que j'étais au regret de constater que 2 ans après la gestion du pays par la coalition FCC-CACH, rien n'a changé. Avant les élections égale après les élections,
la population continue à souffrir. La population n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Le système éducatif reste très mauvais. Les soins de santé sont très rares. Et globalement, il n'y a pas eu création d'emplois. Il y a 85% de la population active toujours au chômage. Il n'y a pas eu amélioration du vécu quotidien donc, de la population congolaise. Et le président a pris note. Et il était très au courant de ça parce que c'est ça qu'il avait dit lui-même dans son discours. Et à la fin, je lui dis, mais vous savez quoi, la solution à tout ça, c'est le plan Marshall de Noël Chang pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai actualisé pour intégrer les défis soulevés par la COVID-19 que vous pourrez utiliser en partie ou en totalité pour arriver à répondre à ces défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Voilà, Monsieur Noël, parmi les anciens candidats qui étaient avec vous lors de cette rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la majorité ont mis le V de la rupture de la coalition FCC-Cash. Est-ce que vous partagez ce point de vue? J'avais partagé ce point de vue. Et nous avions, chacun de nous, indiqué que si ça n'a pas réussi, le pays a été géré par qui? Par le FCC, le Cash. Et on ne renouvelle pas le mandat à une équipe qui échoue. Donc le FCC Cash qui a géré le pays jusqu'à présent a échoué. Et parce qu'il a échoué, il faut qu'on se pose la question pourquoi il a échoué. D'abord parce qu'à l'intérieur de la coalition FCC Cash, il y a des gens qui veulent que le président de la République échoue et qui font tout pour paralyser toutes les actions qu'il mène au sommet de l'État. Et il y a d'autres qui tentent de pouvoir l'aider à réussir. Mais parce qu'on a des forces centrifuges qui ne voient pas les choses de la même façon, nous avons recommandé qu'ils puissent mettre fin à la coalition FCC-Cash, qu'ils sortent de cet accord, que j'appelle moi un accord léonin, qui a été signé sur le dos du peuple congolais, sans que le peuple congolais sache même de quoi il s'agit, parce que jusqu'à présent, tout le monde parle de l'accord FCC-Cash, mais personne n'a vu cet accord-là. Nous voyons des bribes d'informations dans les journaux. Nous avons dit, il faut arrêter, il faut sortir de cette coalition. Et maintenant, comment procéder? Nous avons proposé au chef de l'État deux alternatives. La première, c'est qu'il désigne un informateur qui va aller au niveau du Parlement et parler à chaque député, Pour débaucher les députés nationaux du Front commun pour le Congo. Le terme débaucher a été inventé par le régime de Kabila parce que c'est tout ce qu'eux, ils faisaient. Ils avaient débauché Bruno Tshibala, ils avaient débauché Sami Badibanga, et quand ils faisaient ça, ils trouvaient normal. Et aujourd'hui, quand on leur applique les mêmes méthodes, ils sont en train de pleurnicher. Donc, nous sommes en train de proposer qu'on puisse... D'ailleurs, au moment où Félix-Antoine Tshisekedi était devenu président, il aurait dû désigner un informateur. C'était ça l'idée. Les gens du FCC ont dit non, pas question de désigner un informateur. C'est nous qui allons vous donner un Premier ministre. Et ils nous ont donné un Premier ministre. Lui-même, personnellement, il avait constaté cette majorité parlementaire. Lui-même voulait dire le président de la République. Oui, évidemment. Bon, vous savez qu'au début, quand il était parti en Afrique du Sud, il avait parlé de revenir ici, de désigner un informateur. Mais quand il est arrivé, ses copains de Kingakat, ils s'étaient opposés à ça. Ils ont dit qu'ils allaient proposer simplement l'un de leurs pour devenir Premier ministre. Ils ont désigné Ilunga Ilunkamba, fatigué complètement, sans vision, sans énergie, et il trône donc à la primature pendant 2 ans, sans montrer donc des résultats donc probants. Nous proposons au président de la République aujourd'hui de désigner un informateur qui va faire le constat de qui veut faire partie de l'union sacrée, ou bien du groupe de la majorité qui va travailler avec le président de la République. Et en ce moment-là, je comprends d'ailleurs qu'il y a plus de 280 députés nationaux sur les 500 qui sont prêts à faire partie donc de l'union comment ça s'appelle, de l'union sacrée pour la nation. Donc, avec cette majorité-là, le gouvernement Ilunga Ilunkamba doit tomber. Le président de la République devra désigner un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre va constituer un gouvernement et on peut recommencer donc à zéro. Aujourd'hui, la mise en place de l'union sacrée pour la nation, c'est un souhait pour tous les Congolais. On s'en souviendra que lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir, il a fait croire à tout le peuple congolais que la coalition FCC-Cash serait une solution pour résoudre, je dirais, la quasi-totalité des problèmes des Congolais, mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, le chef de l'État vient avec un autre concept qui est la mise en place de l'Union sacrée pour la nation. Est-ce que vous pensez que si cette Union sacrée pour la nation est mise en place, ça va vraiment résoudre tous les problèmes des Congolais? Vous savez, moi je ne suis pas politicien, je suis expert en développement et j'ai travaillé sur plusieurs pays. Mon constat, c'est que beaucoup de pays qui réussissent sont des pays où toute la population est mobilisée derrière une vision de développement,
pour travailler ensemble et développer le pays au profit de tous. Quand il y a exclusion, quand on pense que dans un pays, il y a un petit groupe de personnes qui peuvent gérer, décider à la place de tout le reste de la population, on ne peut pas réaliser donc de grands succès, de grands résultats. Dans le cas de la RDC, depuis les élections de décembre 2018, le Congo a été géré par un petit groupe de personnes qui constituent une minorité d'ailleurs. FCC, Cash. Quand vous comptez ces gens-là, ils ne représentent même pas 10% de la population. Donc, la grande portion de la population était exclue. Le président de la République a eu la sagesse de reconnaître qu'ils ont échoué. Et en reconnaissant ça, il dit maintenant, nous allons constituer une équipe nationale. L'équipe nationale, c'est-à-dire, on sélectionne les meilleurs dans toute la population pour constituer nos léopards, si je peux dire. Et le reste, qui ne sont pas nécessairement sur le terrain, pourrait être dans le stade pour applaudir l'équipe nationale, soutenir l'équipe nationale pour qu'on puisse gagner. Moi, je voudrais saluer cette initiative-là. Donc, l'idée d'avoir l'union sacrée, elle est meilleure que faire le pays, laisser le pays dans les mains de FCC Cash, qui représentait une petite minorité, et d'ailleurs une petite minorité composée en grande partie des gens qui venaient du FCC, qui ont eu le malheur d'avoir géré le Congo pendant 18 ans et d'avoir échoué lamentablement. On ne pouvait plus compter sur ces gens-là pour redresser donc la RDC. Qu'on élargisse maintenant le champ de recrutement, qu'on amène tout le peuple congolais, qu'on sélectionne les meilleurs. Et en ce moment-là, je pense que nous pouvons espérer des résultats meilleurs par rapport à ce que nous avons. Voilà, vous pensez que la mise en place de l'Union sacrée va sauver les 3 années restantes du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais certaines personnes doutent de la capacité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à convaincre ceux qui sont au Front commun pour le Congo de rejoindre les navires de consultation. Vous savez, l'avantage de la démarche initiée par le président de la République aujourd'hui, c'est de mobiliser toute la population congolaise. Nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble. Donc, si les gens du FCC veulent s'aligner, veulent se retrouver dans ce grand bateau-là qui inclut tous les Congolais, ils sont les bienvenus. Mais s'ils ne veulent pas, nous allons finir un jour par mettre toute la population donc, dans la rue et on va demander à la population d'aller les poursuivre. Ils ont géré allégeance à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ben, je ne sais pas ces gens-là s'ils sont éduqués ou s'ils sont instruits ou pas, parce que parmi eux, il y a des grands professeurs d'université, des gens qui sont des intellectuels, mais comment est-ce qu'ils peuvent aller prêcher allégeance? On dit prêcher allégeance ou bien faire un certain serment d'allégeance à l'égard de fidélité à l'égard d'un individu, un individu dont nous connaissons la performance. Joseph Kabila n'est pas un exemple à suivre dans notre pays. Allez consulter le rapport Mapping, vous allez voir donc la place de Joseph Kabila dans ce rapport-là, accusé donc des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des crimes de sang. Et c'est un individu comme ça à l'égard de qui on va prêter allégeance, c'est ça? Oui. Il y a une expression qu'on utilise mais que je n'arrive pas à retrouver. Donc on va faire allégeance donc à l'égard de cet individu-là. Moi je ne les comprends pas, mais je respecte leurs opinions. Nous sommes dans une démocratie. Pendant qu'ils ont la liberté de choisir avec qui ils doivent s'associer, je voudrais leur dire qu'on doit regarder l'intérêt du peuple congolais. Le peuple congolais qu'ils ont chosifié pendant très longtemps est en train de mourir de faim aujourd'hui. Et nous cherchons des voies et moyens pour pouvoir sortir donc de ce carcan-là et de recommencer à zéro pour que notre population retrouve donc son compte dans l'exploitation judicieuse des ressources naturelles du pays. Je voudrais inviter tout le monde, que vous soyez de la Force du Changement, de l'UDPS, de l'UNC, que vous soyez donc du Front commun, du PPRD, regardons l'intérêt du peuple congolais. Et cet intérêt du peuple congolais peut être privilégié aujourd'hui si nous adhérons à cette initiative faite par le président de la République de mettre tout le monde ensemble dans l'union sacrée pour qu'on développe la RDC au profit de tout le monde. Monsieur Noël, ne pensez-vous pas que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est trompé de cible? Parce que là, on sent que les consultations sont tellement élargies, mais jusque-là, le Front commun pour le Congo maintient toujours sa position de boycotter ces consultations. Vous savez, c'est peut-être parce qu'ils se sentent coupables de ce qu'ils ont fait pendant 18 ans. Ils sentent qu'ils sont coupables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'occasion de développer ce pays. Ils n'ont pas donné les efforts qu'il fallait. Ils ont échoué. Ils se sont lancés dans la course effrénée vers l'enrichissement illicite. Allez consulter les rapports publiés par Bloomberg, par Le Monde, par RFI sur les richesses de Kabila et de sa famille. 70 compagnies qui appartiennent au seul individu ou bien à sa famille, 120 concessions minières évaluées dans des milliards de dollars. Kabila seul et sa famille sont devenus plus riches que la République démocratique du Congo. Ils se sentent coupables de ça. Donc, nous les invitons à venir.
le président Félix a été très gentil avec eux, en leur garantissant donc l'impunité, en leur disant vous restez dans le pays, ne fouillez pas donc le pays. Mais à quoi servent ces consultations sans le FCC? Non, mais s'ils continuent à persister donc dans cette position-là, vous savez ce que nous allons faire. L'état de droit doit s'appliquer à tout le monde. Que chacun passe devant la justice et justifie. L'état de droit qui est théorique jusque-là. Que chacun passe devant la justice et justifie où il a eu l'argent pour devenir plus riche que la République démocratique du Congo. Et vous allez voir qu'ils auront honte. Ils ne pourront pas rester dans ce pays. Donc, pour l'instant, nous sommes très tolérants. Nous les invitons à venir autour de la table de la fraternité congolaise, à donner leur avis, à participer à cette union sacrée parce qu'elle est ouverte donc à tout le monde. Mais s'ils le refusent, c'est leur problème. Voilà, parlons toujours de la poursuite de ces consultations. Hier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Sorti de son entretien avec le chef de l'État, le prix Nobel a déclaré que la coalition FCC-Cash ne devrait pas être un oasis où se cache le criminel. Et je suis totalement d'accord avec ça, et c'est ça que je venais de dire tout à l'heure. Ça ne doit pas être une oasis où se cachent les criminels. Et vous savez qu'il y a eu les Nations Unies qui avaient mené une enquête ici, qu'on a appelé le rapport Mapping. Ce rapport Mapping a identifié des crimes horribles qui ont été commis sur l'économie congolaise, sur les richesses congolaises, sur la population congolaise, des gens qu'on a tués. Et on a fait même dans ce rapport Mapping, il y a une annexe qui donne les personnes qui ont été identifiées pour avoir commis ces crimes-là. Parmi ces gens, il y a Joseph Kabila. Donc, on ne doit pas dire simplement qu'on fait des concertations. Enfin, il y a eu donc un accord entre le FCC et le CACH qui garantit l'impunité donc de façon aveugle à tout le monde. Ceux qui ont commis des crimes doivent comparaître devant la justice, doivent se justifier. S'ils sont innocents, on va les libérer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne soient pas punis au regard des crimes qu'ils ont commis jusque-là? Mais parce que jusqu'à présent, c'est eux qui ont le pouvoir, qui avaient le pouvoir, qui ont fait en sorte d'empêcher qu'il y ait qui que ce soit contre une balle devant la justice. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à essayer de prendre le président en otage pour que le président ne puisse pas les amener devant la barre. Mais nous voulons, comme le docteur Mukwege a suggéré, nous voulons qu'on mette en place le tribunal international pour le Congo, qui sera basé en République démocratique du Congo, qui aura des juges congolais, mais également des juges internationaux, que tout le monde qui est accusé pourra comparaître devant ce tribunal-là. Et en ce moment-là, on va entendre tout le monde. Les innocents vont être libérés. Et les coupables, quel que soit leur rang, on ne va pas leur garantir l'impunité. Ils vont être trimballés devant la barre, condamnés, mis en prison, les biens qu'ils avaient volés, confisqués, remis au trésor public, utiliser cela pour développer la RDC au profit de tous. Hier, je suivis le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui a déclaré clairement qu'au nord de la coalition FCC-Cash, l'IDPS se permet de fermer les yeux, de punir les gens qui ont commis ou encore qui ont fait du mal au peuple congolais. Ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de complicité entre le pouvoir en place et ceux que vous qualifiez de criminels? Vous savez, ces gens-là étaient armés et ils étaient dangereux, les criminels-là. Ils étaient armés, dangereux, ils étaient au pouvoir. On ne déplace pas un homme dangereux qui est armé comme ça. Il faut avoir une stratégie. On les a déplacés de là. Ils ont dit, oh, signez-nous donc un accord qui nous garantit donc l'impunité. On a signé cet accord-là. Donc il y a une sorte de complicité là. Non, complicité, je ne sais pas. Il y a une sorte de stratégie. Stratégie pour enlever les dangereux du pouvoir pour qu'ils ne puissent pas faire trop de mal à la population congolaise. Maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, on leur dit, on peut vous garantir toujours l'impunité. Vous pouvez rester encore donc dans le pays et utiliser les biens que vous avez volés pour vous tant que vous dépensez cet argent donc en République démocratique du Congo, que vous créez des emplois pour le peuple congolais. Mais si vous ne voulez pas vous inscrire dans cette logique-là, on va vous amener devant la barre. On va vous juger et vous allez vous justifier. C'est ça qui arrive. C'est une évolution normale dans la vie politique donc d'un pays. Vous savez, les sénateurs avaient même voté une loi, la loi qu'on appelle des anciens chefs d'État, pour protéger les anciens chefs d'État. Il faut lire cette loi-là. Elle est taillée sur mesure pour protéger Joseph Kabila, lui garantir l'impunité. Tout ce qu'il a fait, on ne peut pas donc toucher là-bas. Mais il arrivera un moment où on va abolir cette loi-là parce qu'elle est trop personnelle, taillée sur mesure pour un individu. Et si cet individu n'a rien fait, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on puisse lui entourer de toutes les protections contenues donc dans cette loi-là? Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Il arrivera un moment quand ce tribunal international pour le Congo va être mis en place,
tout le monde va passer devant la barre. Il inclut Joseph Kabila et tous les sbires qui ont travaillé avec lui et qui ont commis des crimes sur le peuple congolais. Il arrivera un moment, bien sûr, mais on se pose la question à quand la lutte contre l'impunité en RDC, parce que hier, le docteur Denis Mukwege a suggéré au chef de l'État la rupture avec le passé, la rupture avec la corruption et la rupture avec les antivalaires. Et il a totalement raison, c'est ce que je suis en train de dire. Il a suggéré la rupture avec le passé. Le passé a été entaché d'irrégularités, entaché des crimes économiques et des crimes de sang. Nous voulons mettre fin à ça. Si vous garantissez l'impunité, vous savez ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que vous donnez l'occasion aux autres personnes de continuer à commettre des dégâts, à faire des crimes, parce qu'ils savent qu'on va leur garantir aussi l'impunité. Mais si vous punissez ceux qui ont commis des crimes dans le passé, ce sera une bonne leçon pour toute la population congolaise. Comme ça, les gens vont savoir que quand vous êtes au pouvoir, vous devez vous comporter correctement. Et si vous commettez des crimes, il n'y a rien qui va vous protéger. Donc, vous serez puni tôt ou tard. C'est ça que le Dr Mukwege est en train de demander. Et moi, je soutiens totalement donc cette démarche-là. Encore une fois, je veux que le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a pas de sang sur les mains, qui n'a pas commis des crimes économiques, des crimes politiques, je lui demande d'accélérer, de faire la demande aux Nations Unies pour qu'on nous aide à mettre en place le tribunal international pour le Congo, pour que les criminels économiques, des criminels de sang, puissent être traduits en justice en République démocratique du Congo, jugés, condamnés, punis, conformément donc à la loi. Voilà, merci beaucoup l'archevêque de métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a été également reçu hier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, ressorti de l'entretien avec le chef de l'État, il a martelé sur le social. Pour lui, ces consultations doivent aboutir nécessairement au changement de conditions sociales des Congolais. Je voudrais saluer cette déclaration de la part du cardinal Ambongo. Et le social du Congolais, c'est une préoccupation de tous les jours pour nous tous, leaders politiques, leaders religieux, mais également leaders de la société civile. Mais je voudrais relativiser les choses. Il ne faut pas penser que quand on termine les consultations, par exemple le 30 novembre, le jour suivant, le social du Congolais s'améliore. Il y a tout un processus. J'appelle ça le processus de développement. Ce que je souhaite, c'est qu'à la fin des consultations, qu'on crée les conditions pour que le Congo commence à se développer normalement, pour qu'on puisse créer des emplois pour le Congolais. Parce que quand on dit améliorer le social du Congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, améliorer le social du Congolais, ça veut dire que ceux qui sont au chômage trouvent du travail. Et quand ils trouvent du travail, ils sont payés des salaires décents. Et avec leur salaire, ils peuvent vivre correctement. C'est ça que j'entends par améliorer le social du Congolais. J'entends aussi par là la disponibilité des services publics, c'est-à-dire de l'eau potable, de l'électricité à toute la population congolaise en permanence. J'entends aussi la construction d'infrastructures de base, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer qui relient toutes les provinces pour que les Congolais, quand ils veulent se déplacer, puissent se déplacer normalement. J'entends aussi la mise en place d'un système financier qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on ait des banques congolaises qui peuvent faire du crédit aux Congolais, qui peuvent leur permettre d'acheter des maisons, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche, faire leurs activités. Donc, tout ça, ça entre dans ce que moi j'appelle le plan Marshall de Noël Chang pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est-à-dire que nous devons avoir une vision de développement qu'on doit mettre en œuvre, qu'on doit exécuter à la perfection pour qu'au bout de compte, le peuple congolais trouve son compte. C'est ça que j'entends par le social. Donc, autrement dire que ces consultations ne vont pas impacter de manière directe les sociales du Congolais. Non, elles peuvent impacter dans la mesure où elles peuvent créer des conditions pour que tout ce que je dis là, on puisse commencer à le faire. Mais on ne va pas donc décréter un jour pour dire que le 15 décembre, tout le social du Congolais doit être amélioré pour qu'on dise que les consultations ont donné donc de bons résultats. Ça ne se passe pas comme ça dans le domaine du développement. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de rencontrer éventuellement, si tout va bien, demain matin, le cardinal Ambongo. J'ai rendez-vous avec lui et j'aurai l'occasion de discuter donc de cela avec lui dans les détails pour comprendre ce qu'il entend et pour lui dire aussi ce que je vois. Mais je crois que globalement, lui et moi et le chef de l'État, nous voyons les choses de la même façon parce que l'objectif, c'est de mettre en place un environnement pour que le Congo puisse commencer à se développer normalement et que le peuple congolais retrouve son compte dans l'exploitation ou dans la gestion du pays en mettant en place donc des mécanismes de bonne gouvernance pour qu'à la fin de la journée, tout le monde puisse avoir de quoi manger et de vivre correctement. Voilà, merci beaucoup. Ça fait au moins une semaine que ces consultations ont débuté au niveau de du Palais de la Nation par le président de la République. Quelle est la suite que vous donnez à ces consultations?
La suite que je donne, c'est que le peuple congolais sorte de là avec une vision commune de développement du pays. Et que le chef de l'État sorte avec des recommandations, des mesures qu'il va prendre pour dire que désormais, le Congo sera géré différemment par rapport à la façon dont il a été géré dans le passé. Qu'on ait un système où il y a l'état de droit qui fonctionne, qu'on ait un système où on a de bonnes gouvernances, c'est-à-dire toutes les ressources publiques vont aller dans les caisses de l'État, qu'on ait un système où on commence à faire des investissements productifs, des investissements nécessaires pour que le pays retrouve des infrastructures, donc des bases. Donc, je veux qu'on crée cet environnement-là, au sortir donc des consultations nationales, et que tous les Congolais se sentent concernés pour participer aux efforts de développement du pays. C'est ça que moi je vois. Les partages du gâteau ne manquera pas aussi à l'issue de ces consultations. Je ne sais pas ce qu'on entend par partage de gâteau. Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que si moi j'étais dans le service public, je ne considère pas cela comme un gâteau. Vous pensez aussi intégrer le groupe au cas où il y aurait un partage du gâteau? Je dis ceci, je demande à tous les peuples congolais, si le chef de l'État fait appel à telle ou telle personne, de répondre par oui. Pourquoi? Parce que si nous qui sommes congolais, nous refusons de participer, qui viendra le faire? Ce n'est pas Colette Brackman qui viendra développer la RDC. Donc c'est nous le peuple congolais. Si le chef de l'État vous appelle, vous, Madame Sarah Koboline, vous demande donc de venir travailler au niveau du gouvernement, au niveau de n'importe quelle agence gouvernementale, pour donner votre expertise. Vous devrez répondre présent, parce que si vous ne répondez pas présent, vous laissez la place vide. Et si vous laissez la place vide, le travail que vous pouvez faire avec votre expertise, nous n'allons pas en bénéficier. Donc, moi, si on me demande, dans le domaine relevant de mes compétences, je dirais oui. Voilà, parlons cette fois-ci de cette analyse de la journaliste belge d'investigation, puisque vous l'avez déjà soulevé, Colette Brackman, qui a survolé la situation politique en République démocratique du Congo. Dans son analyse, elle a pensé qu'au cas où la crise persistait entre le Front commun pour le Congo, ces consultations n'aboutiront absolument à rien. Colette Brackman, je la respecte beaucoup et c'est une amie personnelle. Donc j'ai du mal à parler du mal d'elle, parce que je la connais personnellement. Elle a d'ailleurs prédit un malheur déjà pour ces consultations. Je ne veux pas qu'elle soit perçue comme une sorcière qui ne voit que du mal pour la RDC. Les consultations en cours ont pour objectif d'aboutir à un climat qui puisse permettre au Congo de se développer très bien. Que ce Congo se développe très bien, qu'il soit différent du Congo belge, que les Colette Brackman nous ont légué ici. Nous voulons que le destin des Congolais soit dans les mains des Congolais. Et nous apprécions l'expertise qu'elle a développée sur la RDC, mais moi je ne prédis pas le mal, je produis du bien et je pense qu'il y a beaucoup de bien qui va sortir de là. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a au niveau de la participation à ces consultations. Tout le monde, leaders politiques, leaders religieux, de la société civile, des musiciens, des comédiens, tout le monde. Il y a des gens qui réclament tous les jours donc d'être reçus par le chef de l'État. C'est une mobilisation toute azimut. Quand on a une population mobilisée comme ça pour changer son destin, moi je pense que c'est mal vu, c'est malsain qu'une étrangère puisse parler aussi de façon négativiste. Penser qu'il n'y a rien à espérer donc qui peut sortir du Congo. Sauf si c'était des Belges qui étaient donc en charge donc, du développement de la RDC. Colette Brackman, taisez-vous. Donc, pour elle, si on qualifie aujourd'hui la coalition FCC-Cash être à la hauteur ou encore à la base de cette crise politique, donc les FCC-Cash, cette coalition, est aussi la solution de cette crise? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Quand on a fait partie du problème, on peut ne pas faire partie de la solution. Le FCC-Cash a fait partie de la crise actuellement, mais dans le FCC-Cash, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de décider de tout, qui est le président de la République, en qui la Constitution reconnaît le pouvoir de tout dissoudre, de recommencer à zéro. Cette personne-là a reconnu que ça ne marche pas et a dit « nous allons remettre les compteurs à zéro pour permettre à tout le monde de participer pour que le Congo soit géré différemment par rapport à la gestion que nous avons connue sous le FCC, sous la coalition FCC-Cash. » Moi, je pense que nous devons être optimistes. Je ne veux pas être négativiste. Donc, pour vous, la solution de cette crise est en dehors de la coalition FCC-Cash? Moi, je crois que la coalition FCC-Cash a montré des limites. Et d'ailleurs, la coalition, elle est morte. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis fin à cette coalition-là. Il faut bien lire son discours, là. Le discours de 7 minutes, mais ça disait beaucoup de choses. Il a dit qu'on ne va pas continuer à répéter les mêmes erreurs, pensant que nous sommes sur le bon chemin.
tous les défis restent entiers. Pour résoudre ces défis, nous avons besoin d'une autre stratégie, d'embarquer tout le monde. Donc la coalition, elle est morte. La coalition prônait l'exclusion, c'est-à-dire que le pays ne pouvait être géré que par les gens du FCC et les gens du Cash. Et le président de la République Parce qu'ils ont signé un accord. Mais cet accord-là, vous l'avez vu? Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'engage pas, ça ne vous engage pas, ça n'engage pas le peuple congolais. Mais ce que nous avons signé comme accord avec le président de la République, ça s'appelle la Constitution. Cet accord-là, la Constitution, est connu de tout le monde. Nous allons respecter la Constitution et tous les accords qui n'entrent pas dans le cadre de la Constitution ou qui sont contraires à la Constitution, je les appelle des accords léonins. Ils ne valent rien, ils sont nuls et non avenus et nous ne voulons pas les reconnaître. S'ils ont des problèmes entre eux, Kabila n'a qu'à amener Félix-Antoine Tshisekedi au tribunal pour n'avoir pas respecté un accord individuel entre eux. Est-ce que vous soutenez l'idée d'après laquelle, comme l'a suggéré le président du CNSA, Olenga Nkoyi, qu'une rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président Joseph Kabila serait l'une des solutions à cette crise? Non, mais ils se sont rencontrés plusieurs fois. Depuis que Tshisekedi est devenu président de la République, il a rencontré Joseph Kabila plusieurs fois. Et la crise persistait. C'est que la solution se trouve ailleurs. La solution se trouve dans la mobilisation de tout le peuple congolais. Avant, il rencontrait simplement Kabila. Et je vous donne l'exemple. Il rencontre Kabila tous les jours et on met 8 mois pour mettre en place un gouvernement. Entre-temps, le pays est paralysé. Il rencontre Kabila tous les jours et jusqu'aujourd'hui, là, 2 ans après, ils ne sont pas à mesure de nommer les mandataires de l'État. Les pilleurs là que Kabila a laissés à la tête des entreprises publiques continuent à piller les entreprises publiques jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il faut le rencontrer encore? Ça ne sert à rien. Mais s'il veut, s'il est disposé et qu'il demande d'être reçu dans le cadre des concertations, je crois que le président de la République est tout à fait ouvert à le recevoir, à l'écouter lui et les gens du FCC. Mais s'il ne veut pas, il n'a qu'à rester donc dans son bon cœur donc à Kingakati, c'est son problème. Mais le Congo ne peut pas être paralysé à cause des humeurs d'un individu qui ne veut pas s'inscrire dans la dynamique de développement que nous voulons tous en tant que peuple congolais. Voilà, puisque nous parlons du FCC, abordons directement ce communiqué final de cette famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui était en retraite politique. À l'issue de cette retraite, un communiqué final a été signé. D'après ce communiqué du FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange met en garde toute démarche qui vise à reconfigurer la majorité parlementaire sur le fond de la corruption. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de spéculation autour de la corruption pour débaucher le député national du FCC. Vous savez, moi ça me fait rire lorsqu'un champion de corruption commence à pleurnicher parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va corrompre pour lui enlever les pouvoirs qu'il avait. Ça me fait rire. Le FCC, vous savez, le FCC a géré le pays pendant 18 ans. Et vous savez quoi? Pendant les 18 ans, la RDC est classée comme étant l'un des pays les plus corrompus du monde. C'est ça la performance donc, du FCC à la tête donc, de notre pays. Donc ils n'ont pas de leçons à nous donner donc, dans ce domaine-là. Maintenant, en ce qui concerne ce qui est sorti donc, de leur retraite, ils ont dit que le président de la République ne les a pas encore saisis pour concernant les consultations. Je voudrais leur rappeler une chose. Le président de la République a des prérogatives constitutionnelles. Pour prendre une décision et convoquer les consultations nationales, il n'a pas besoin de contacter le FCC. Ce temps-là est révolu. Les prérogatives constitutionnelles pour convoquer les consultations reviennent au chef de l'État. Dans le passé, Kabila et le FCC pensent que pour que le président de la République prenne une décision, il faut qu'il aille à Kinkikati, se mette à genoux pour demander donc l'autorisation à Kabila. C'est terminé ces histoires-là. À partir de maintenant, là, le président de la République doit utiliser ses prérogatives constitutionnelles. Il décide, il prend les décisions qu'il faut, conformément à ce que la Constitution lui reconnaît comme pouvoir, pour faire marcher le pays correctement. S'ils n'ont pas été consultés, tout le peuple congolais n'a pas été consulté avant. Il a initié les consultations. Maintenant, il demande à tout le monde qui veut venir lui parler, de venir lui parler. Je demande à Kabila et aux sbires donc, du FCC d'accepter d'aller le voir au Palais de la Nation. On va les écouter. Mais s'ils pensent qu'on doit aller leur demander la permission, ce temps-là est révolu. Donc pour vous, le chef de l'État peut utiliser n'importe quelle démarche seulement pour parvenir à la reconfiguration de la majorité parlementaire? La Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand ça ne marche pas, c'est à lui de prendre des initiatives qu'il faut. Dans ce cas précis, il a déterminé que ça ne marche pas. Il a pris l'initiative de consulter tout le monde. Si maintenant, pour aller de l'avant,
il y a deux options. La première serait de nommer un informateur qui va reconfigurer la majorité parlementaire. Et je pense qu'il va dégager cette majorité parlementaire parce que d'après ce que j'ai entendu, il y a au moins 280 députés dans notre Assemblée nationale qui ont déjà traversé la rue et qui sont avec le président de la République prêts à faire partie de ce qu'on appelle l'union sacrée. Dans ces conditions-là, on n'a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une option qui est moins coûteuse d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il va simplement changer les bureaux de l'Assemblée nationale. Mabunda va sauter, on va mettre en place un nouveau bureau donc, de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, le Premier ministre va sauter, on va recomposer donc le gouvernement et le pays va se remettre au travail. Ça, c'est l'option la moins coûteuse. En pleine législature. En pleine législature, c'est tout à fait c'est ce que les FCC condamnent. Oui, mais le FCC condamné, vous savez ce qu'ils ont fait avec le groupe de Bahati? Ils sont allés débaucher les gens, corrompre des gens pour créer des problèmes. Donc à Bahati, tout le monde a vu ça. Donc on doit emboîter les pas si les FCC a utilisé le fonds de la corruption pour débaucher le président actuel aussi doit emprunter la même voie. Je n'ai pas dit ça parce que je n'ai pas vu moi la corruption. Il y a les questions donc de conviction personnelle. Moi, on ne m'a pas corrompu pour que j'aille aux consultations. Pas un seul centime. Et je répète, je n'ai jamais été corrompu. Mais je suis allé à ces consultations parce que je crois que ça peut donner du souffle à mon pays pour recommencer à zéro. Il y a autant beaucoup de Congolais aussi qui sont comme moi, qui veulent qu'on puisse recommencer à zéro, que le Congolais puisse retrouver son destin dans le redémarrage à zéro du fonctionnement donc, de notre pays. Maintenant, si les autres voient tout cela sous l'œil de corruption, c'est leur problème. Mais nous, on n'a pas été corrompus. Je peux vous dire que tous les candidats à la présidence qui étaient partis avec moi, personne ne nous a corrompus. Et il y a autant d'autres participants à ces consultations nationales qui adhèrent à l'idée de l'union sacrée qui n'ont pas été corrompus. Mais eux, s'ils ne parlent que de la corruption, parce que c'est le seul jeu qu'ils connaissent. S'ils ont utilisé ce jeu-là dans le passé, et ils pensent que tout le monde qui vient et qui veut faire du bien pour le Congo doit pouvoir corrompre. C'est leur affaire. Mais nous ne sommes pas corrompus. Et voilà, le FCC a également émis le vœu de l'organisation des élections anticipées. Si réellement, vous tenez à ce que le président de la République puisse nommer un informateur pour reconfigurer la majorité parlementaire, donc l'organisation des élections anticipées, c'est une condition sine qua non. Je voudrais dire ceci. Le FCC n'a pas la prérogative constitutionnelle de convoquer des élections anticipées. Cette prérogative-là revient à un seul individu sur Terre. Cette personne, cet individu-là, s'appelle président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui qui peut déterminer s'il peut dissoudre l'Assemblée nationale et réorganiser des élections ou pas. Il n'appartient pas au FCC de nous dire ce que nous devons faire. Donc, c'est leur opinion. Peut-être qu'ils peuvent aller aux consultations, suggérer cela au président de la République, on va les entendre. Mais à la fin du processus, devinez quoi? Le président de la République va décider en bonne âme et conscience de ce qu'il faut faire pour le pays. Donc, le FCC suggère des élections anticipées. Le président de la République va les écouter. Noël Tchani est venu pour dire qu'il ne faut pas organiser des élections anticipées parce que ça coûte cher. Utiliser plutôt la recomposition de la majorité parlementaire. Mais par quel mécanisme on doit reconfigurer la majorité parlementaire pour le FCC? La seule voie, c'est les élections anticipées. Mais ça, c'est leur point de vue. Je viens de vous dire mon point de vue. Mon point de vue, c'est quoi? Si je suis désigné aujourd'hui informateur, voici comment je vais procéder. Je vais aller au niveau des différents groupes parlementaires, au niveau de l'Assemblée nationale, leur demander, est-ce que vous voulez rester dans le FCC tel que vous êtes aujourd'hui, ou bien est-ce que vous voulez faire partie de cette nouvelle équipe qu'on appelle l'Union sacrée de la nation? Et ils vont dire, vous savez quoi? Nous voulons faire partie de l'Union sacrée. Je vais compter combien de députés décident donc d'adhérer à l'Union sacrée. Si nous avons plus de 250 députés, ça veut dire que la majorité s'est dégagée en faveur de l'Union sacrée. Ça veut dire que le bureau de l'Assemblée nationale tombe. Ça veut dire qu'on réorganise des élections pour désigner un nouveau bureau. Ça veut dire que le gouvernement de Ilonga Ilongamba est tombé et qu'on désigne une nouvelle personne comme Premier ministre pour choisir qui va faire partie donc, de ce gouvernement-là. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, cette démarche-là, elle est moins coûteuse. Ça n'entraîne pas de coûts additionnels. Ça n'entraîne pas la corruption. Les Congolais sont fatigués du blocage de notre pays qui ne fait pas de progrès alors que nous avons des ressources naturelles. Nous voulons tous que le Congo se développe. Mais s'il y a des gens qui sont venus ici, ils se sont accaparés de toutes les ressources du pays, ils utilisent ça pour corrompre tout le monde, ces gens-là, ils sont à perte de vitesse. Nous voulons que le Congo recommence à zéro. Le FCC doit arrêter ce langage de corruption-là.
Nous voulons que le Congo se développe différemment et il y a des gens qui ont des convictions. Et je demande à tous ceux qui ont des convictions comme nous de se mettre dans l'union sacrée. Parce que moi, j'ai adhéré à l'union sacrée sans être corrompu. Parce que vous avez peut-être envie de vous retrouver sur la table. De me retrouver sur la table, ça veut dire quoi? J'ai envie de développer la RDC pour que le peuple congolais retrouve son compte. C'est ça ma préoccupation. Moi, je suis quelqu'un qui peut vivre sans avoir donc un salaire jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je n'ai pas besoin de me retrouver en ayant prendre un petit poste quelque part. Je veux simplement que mon pays se développe et que s'il se développe, tout le monde, les 85% des Congolais qui sont au chômage, vont retrouver du travail. Et s'ils retrouvent du travail et qu'ils sont payés des salaires décents, on aura la joie de vivre sur les visages de tous les Congolais. C'est ça que je voudrais. Et je pense que beaucoup de Congolais voient les choses de la même façon que moi. Voilà, avant de bien terminer cette émission, nous allons mettre un accent sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un député national, Fabrice Puela, qui a saisi le Conseil d'État dans ce qu'il a demandé au Conseil d'État, une procédure de destitution du bureau de Mabunda, sous prétexte que le bureau est en conflit avec le règlement intérieur pour n'avoir pas déposé à temps le rapport financier de la session budgétaire. Mais hier, les députés nationaux ont rejeté cette démarche de Fabrice Puela. Comment analysez-vous la démarche? Bon, les questions de règlement d'ordre intérieur du Parlement, de notre Assemblée nationale, je ne les maîtrise pas parce que je ne fais pas partie de l'Assemblée nationale. Si un député avait saisi l'Assemblée, le bureau, pour dire que le bureau ne fonctionne pas comme il faut examiner ça conformément au règlement. Et s'il y a eu un vote et que tous les députés ont rejeté cela, on tourne à la page. On ne va pas procrastiner, rester sur la même question. Mais si la démarche du député national Puela a été orientée vers le Conseil d'État, il faut qu'on entende maintenant le Conseil d'État, que le Conseil d'État puisse se prononcer, parce que l'Assemblée nationale ne peut pas être juge et partie. Il faut qu'il y ait un organe en dehors de l'Assemblée nationale qui statue sur ça. Et nous devons attendre cette conclusion-là, cette décision de la part du Conseil d'État pour déterminer le sort de Mme Mabunda et de son bureau. Voilà, en attendant le sort qui sera fixé par le Conseil d'État, est-ce que vous êtes d'avis que ce bureau de Mabunda doit partir? Moi, je pense qu'elle fait un très mauvais travail en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'elle est trop aveuglée par son appartenance au FCC, par sa loyauté à l'égard de son autorité morale qu'il a désignée pour la mettre là-bas malgré la volonté opposée donc d'autres personnes. Et pendant que je pense qu'elle ne fait pas le travail qu'il faut comme une véritable présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense même qu'elle pourrait entrer dans l'histoire comme étant la pire des présidentes de l'Assemblée nationale que nous ayons jamais connue. Mais encore une fois de plus, c'est mon jugement personnel. Et je vois simplement que cette Assemblée nationale ne fait pas le travail pour discuter des projets de loi qui fassent du sens. Elle semble être militarisée par le Front commun pour le Congo. Elle semble faire la volonté de M. Kabila au point où, quand Kabila arrive au Congrès, comme étant un ancien président de la République, Mme Mabunda et M. Alexis Tambwe Mwamba, ils se permettent de descendre, d'aller l'accueillir, un simple monsieur, un simple sénateur comme tout le monde. On va l'accueillir comme un roi pour le ramener au sein de l'Assemblée nationale. Mais quand il y a le président de la République en poste qui organise, qui vient là-bas à la cérémonie de prestation de serment des juges membres de la Cour constitutionnelle, Mme Mabunda et M. Alexis Tambwe Mwamba ont le culot de saboter cela parce qu'ils ont reçu des injonctions de la part de leur autorité morale de ne pas venir là-bas. Moi, je pense que ce bureau-là a fait son temps. Il faudrait qu'on trouve des voies et moyens pour évacuer. Et le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et le gouverneur de la Banque centrale, tous ceux qui s'étaient absentés de la cérémonie de prestation de serment des juges membres de la Cour constitutionnelle parce qu'ils avaient reçu des injonctions de la part du Front commun pour le Congo, il faut les évacuer. Voilà la dernière question. Hier, tout au long de la plénière, les députés nationaux du Front commun pour le Congo ont dénoncé le fait que cette pétition qui a circulé pour la destitution de Janine Mabunda, il y a certains députés nationaux qui ont été corrompus justement pour mettre leur signature sur la pétition. Vous savez, moi je n'ai jamais été corrompu dans ma vie. Donc, quand les gens soupçonnent les histoires de corruption, je suis parfois surpris parce que je ne vois pas de raison de corrompre les gens ici.
si Mabunda faisait son travail, qu'on corrompe, qu'on ne corrompe pas, elle devrait maintenir son poste. Mais si les gens voient de l'argent partout pour corrompre, pour n'importe quoi, bon, je respecte leur avis. Moi, je n'ai pas vu ça, je ne suis pas au courant de ça, je suis incapable de pouvoir commenter cela. Voilà, merci beaucoup à M. Noël Tchani. Je rappelle que vous êtes l'un des anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018. Avec vous, nous avons eu à analyser l'actualité du pays, notamment la poursuite de consultations au niveau du Palais de la Nation en vue de la mise en place de l'Union sacrée pour la Nation. Nous avons également parlé de l'analyse de la journaliste belge d'investigation, Colette Brackman, qui a prédit déjà les chaos pour ces consultations. Nous avons touché également la question du communiqué final du Front commun pour le Congo qui a mis en garde toute tentative qui vise à débaucher ou encore à reconfigurer la majorité parlementaire sur le fond de la corruption. Et enfin, nous avons y touché sur cette initiative du député national Fabrice Puela pour la destitution du bureau de Mabunda, chose qui a été rejetée hier à la plénière. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Suivez la rediffusion ce mardi à 21 h. Merci à vous tous qui nous avez suivis.